Bon, bah écoutez, je pense que cette fois-ci, on a résolu les difficultés techniques. Voilà, on croise Donc, les doigts. voilà, donc on est content de retrouver Yann Orkish à la tête, au pied, pardon, non pas à la tête, au pied de l'antenne. C'est l'antenne numéro un, Yann, tu me Non, confirmes? c'est la 3. C'est la 3, donc l'antenne numéro 3. Et donc les deux interventions de cet après-midi se dérouleront à l'extérieur. Donc je vous cache pas que ça contraint et ça multiplie un peu les difficultés techniques, mais je pense qu'on est bien parti pour y arriver. Donc Yann, tu vas nous parler maintenant du comment et pourquoi de l'astronomie, de la radioastronomie, pardon. Exactement. Allez à toi. Alors, donc c'est bon, si vous m'entendez cette fois-ci, c'est parti. Donc, bah, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. On est ici donc à 2550 mètres d'altitude sur le plateau de Bure, dans le massif du Désvoluy, dans les Hautes-Alpes. Et il y a autour de moi 12 antennes de 15 mètres de diamètre chacune. Alors, avec la perspective, je ne sais pas si c'est évident de se rendre compte à quel point elles sont grandes. Et je suis pile à la jonction entre les rails Est, Ouest et Nord sur lesquels ces antennes sont placées. Et il se trouve qu'on va peut-être voir un peu d'agitation en arrière-plan aujourd'hui parce que ces antennes sont mobiles, elles sont toutes mobiles. À plusieurs reprises dans l'année, on change de configuration, c'est-à-dire qu'on déplace toutes les antennes pour que les distances entre les antennes varient. Il y aura une présentation plus détaillée là-dessus dans une heure, mais en gros, un interféromètre simule un télescope géant dont la taille correspond à la distance entre les antennes. Et pour certains types de sciences, il vaut mieux avoir une configuration compacte avec toutes les antennes qui sont rassemblées au centre des rails. Et pour d'autres projets de recherche, il vaut mieux observer dans une configuration très étendue avec les antennes qui sont le plus loin possible sur les rails. Donc là, elles sont justement en train de s'éloigner un peu, pas dans la configuration la plus grande, mais on a donc 12 antennes de 120 tonnes chacune à déplacer. Donc là, les équipes sont très très sollicitées aujourd'hui. Alors donc, moi je vais être là pour vous parler un peu du pourquoi et du comment de la radioastronomie, pourquoi est-ce qu'on veut faire de la radioastronomie et surtout comment est-ce qu'on fait de la radioastronomie. Comment ça marche un radiotélescope. Parce qu'un télescope optique, c'est assez simple. Hein, un télescope optique, c'est un appareil photo en mieux. Et un appareil photo, c'est jamais qu'une façon d'enregistrer ce que voit notre œil. Donc, en astronomie optique, on essaye essentiellement de répliquer les performances de l'œil humain, mais en plus puissant. Et en un radiotélescope, c'est très différent. Alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? Donc, je vais commencer par vous faire, pour avoir une idée de d'où est-ce que tout ça vient. Il y a une machine qui va passer, ça peut-être un peu couvrir. Un petit pause. Voilà, ça s'appelle. Donc, pour avoir une idée d'où viennent les radiotélescopes, ça peut être pas mal de savoir d'où viennent les équipements radio en général et l'étude des ondes radio. Donc, tout ça commence quelque part dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand commence à se formaliser la théorie de l'électromagnétisme. Au 19e siècle, il y a des gens qui ont étudié l'électricité, le magnétisme, la lumière, et progressivement, on finit par se rendre compte que tous ces phénomènes, en fait, sont liés, ces différents aspects des mêmes phénomènes physiques, donc de l'électromagnétisme, et la lumière en particulier est une onde électromagnétique particulière. Donc, au début, on a parlé d'ondes radio, qui était la propagation d'ondes électromagnétiques, puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'est juste un des aspects possibles des ondes lumineuses. Donc ça, on commence à comprendre un peu la théorie de tout ça à la fin du 19e siècle. Donc toute fin du 19e siècle, on commence à mettre ça en pratique. Donc en 1896, je vois mal les dates sur l'écran parce qu'il y a le soleil dans les yeux, Marconi, en Italie, invente la TSF, la télégraphie sans fil. Donc on devient capable d'envoyer et de recevoir un signal en utilisant les ondes radio. Donc télégraphie sans fil, donc on utilise le morse et pip, 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 pip. Voilà, on commence à être capable d'envoyer et de recevoir ces signaux-là. On progresse ensuite dans les décennies qui viennent et dans les premières décennies du XXe siècle se développe la radiophonie. Donc la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est capable de transmettre non pas juste un signal unique, mais qui est capable de transmettre des sons. Et pour ça, il faut que les émetteurs et récepteurs radio, plutôt que juste d'être capable de dire il y a du signal ou il n'y a pas de signal, donc c'est noir ou blanc, que les émetteurs et récepteurs soient capables d'encoder et de décoder une information de fréquence pour transmettre les fréquences de la voix, de la musique, etc., qu'on va transmettre par radiophonie. Et au début des années 30, un autre aspect de la radio, de la technologie radio commence à se développer, qui est celui du radar, qui va permettre de
détecter des objets lointains. On envoie un signal, on reçoit le signal qui revient et on est capable de localiser, on commence à être capable de localiser des objets grâce à l'émission et à la réception d'ondes radio. Alors, ce radar va faire des progrès énormes dans les années qui suivent, entre 39 et 45, parce que d'un côté et l'autre de la Manche, essentiellement, on s'envoie plein de bombardiers les uns sur les autres, et les gens veulent savoir où sont ces bombardiers, quand est-ce qu'ils vont arriver, comment est-ce qu'on s'en défend, et ça va faire des progrès colossaux au radar en termes de sensibilité, en termes de précision. Mais une fois que ces tristes années parviennent à leur fin, les astronomes se rendent compte que on a fait des grands progrès sur les antennes des radars et sur le récepteur si on récupérait tous ces radars qui ne servent plus à rien et qu'on les pointait en direction du ciel pour voir qu'est-ce qu'on capte. Et c'est ainsi que dans l'immédiat après-guerre, fin des années 40, début des années 50, commence à se développer la radioastronomie. C'est les prémices de la radioastronomie. Dès 1951, on a des premiers résultats probants où on est capable, grâce à un ancien radar anti-aérien qui était par hasard réglé presque à la bonne fréquence, on parvient à détecter la présence d'hydrogène dans le milieu interstellaire. Donc on se rend compte que dans l'espace qui nous entoure, il n'y a pas seulement des étoiles, il y a aussi du gaz qui est présent un peu partout ailleurs et que ce gaz peut être détecté grâce aux ondes radio. On fait des progrès, on devient capable de cartographier ce gaz, de faire des cartographies de notre galaxie grâce à l'émission de l'hydrogène, toujours capté par ces radars antiaériens reconditionnés. Et le temps passant, on développe de plus en plus les capacités des récepteurs radio, leur plage de fréquence, leur précision de fréquence, et on devient capable de détecter les signatures non seulement de l'hydrogène, mais d'autres molécules, notamment en premier l'ammoniac, ensuite le méthanal et le monoxyde de carbone, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Donc, à la toute fin des années 60, on commence à se rendre compte qu'il y a de la chimie aussi qui est présente dans le milieu interstellaire. Et là, c'est le boom, fin années 60, début années 70, c'est le boom de la radioastronomie. On commence à construire des observatoires radio un peu partout, de plus en plus grands. Et c'est dans les années 70, du coup, qu'est fondé l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, qui, du coup, opère deux télescopes. Ouais, c'est cet IRAM-là, là, je ne sais pas si on voit le logo, qui opère du coup deux télescopes, un en Espagne, le télescope de 30 mètres qui a été commencé, la construction a été commencée en 1979, plus ou moins. C'est là qu'a été fondé l'IRAM, je ne sais plus les dates exactes. Et à la fin des années 80, a commencé à être construit l'interféromètre du plateau de Bure, donc voilà, ce qui nous entoure, qui au début avait trois antennes, et progressivement il a grandi, et il est devenu officiellement à partir de 2022 NOEMA, donc le Northern Extended Millimeter Array, le réseau millimétrique étendu de l'hémisphère nord, où nous nous trouvons actuellement. Alors, pourquoi du coup est-ce qu'on s'est retrouvé à faire cette... donc ça, c'est l'historique. Mais pourquoi est-ce que du coup on s'est retrouvé à faire de la radio? Alors, comme on l'a vu, le fait de se mettre à la radioastronomie a été pour la communauté des astronomes d'abord une question d'opportunité technologique. Des progrès énormes avaient été faits en technologie radio, et il y avait plein d'antennes disponibles. Littéralement, les antennes anti-aériennes, on en a retrouvé dans tous les observatoires du monde, ou presque. Donc il y avait une opportunité technologique, notamment en termes de maturité de la technologie au moment où on s'y est mis. Parce que, donc je vous parlais d'enregistrement de signaux, de fréquences. Il faut bien se dire qu'au début des années 50, quand les astronomes se disent qu'ils vont être radioastronomes, en astronomie optique, on en est encore à faire des plaques photographiques. Et du coup, là où l'astronome est capable de dire je mesure précisément avec un nombre que j'y mets une intensité de signal dans telle direction, telle position dans la galaxie, l'astronome optique, lui, on est encore à faire des plaques photographiques en disant l'objet que je regarde, il est plus ou moins brillant et il a plus ou moins telle forme. Je caricature un petit peu, mais on partait vraiment avec l'impression d'une technologie extrêmement avancée quand on s'est lancé dans la radio. Et les capacités de la radio ont été progressivement rattrapées par l'optique, mais on n'y est pas encore tout à fait 70 ans plus tard. Donc il y a l'opportunité technologique, il y a aussi une opportunité atmosphérique. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde comme ça le beau ciel bleu au-dessus de nous, mais l'atmosphère n'est pas transparente à toutes les longueurs d'onde du spectre lumineux. Il se trouve qu'elle est transparente dans le visible.
Et en fait, plutôt le visible s'appelle le visible parce que l'atmosphère est transparente à ces longueurs d'onde-là et que l'évolution a doté tous les animaux de cette planète, Dieu capable de détecter la lumière émise dans une fenêtre où l'atmosphère est transparente qui correspond plus ou moins au maximum de luminosité de notre étoile. Donc c'est pas un hasard si c'est le visible, c'est l'évolution. Mais voilà, donc ça c'est le visible. Et comme le montre ce graphique, quand on va vers les plus hautes fréquences, vers les ultraviolets et ensuite les rayons X, les rayons gamma, l'atmosphère est complètement opaque. Heureusement pour nous. On peut au pire prendre un coup de soleil, mais on ne fait pas trop de cancer instantané. Mais du coup, pour observer ces longueurs d'onde-là, bah, il faut sortir dans l'espace. On ne savait pas encore trop faire dans les années 50. À l'inverse, quand on va vers des longueurs d'onde plus basses, vers les infrarouges, puis vers la radio, alors dans l'infrarouge, il y a un certain nombre de fenêtres où on voit dans le graphique qu'il y a des trous, c'est des fenêtres où l'atmosphère est plus ou moins transparente. Et ensuite, on a une énorme plage de transparence dans les ondes radio. Donc c'est aussi une chance, on ne savait pas en fait, quand on regardait des avions, ils étaient dans l'atmosphère, mais on ne savait pas quel était le degré de transparence de l'atmosphère avant d'essayer de regarder au-delà. Et il se trouve qu'en ondes radio, l'atmosphère est transparente, et du coup, la radioastronomie a pu démarrer ainsi. Alors, à l'IRAM, donc je disais Institut de radioastronomie millimétrique, et donc les ondes millimétriques, si vous arrivez à voir sur le graphique, les longueurs d'onde d'1 mm sont pile à la limite de la fenêtre de transparence atmosphérique, et c'est pour ça que d'une part la radio millimétrique c'est assez difficile, parce qu'on a une atmosphère qui n'est pas si transparente que ça, et d'autre part, on a besoin d'être ici en altitude, parce que un des éléments principaux qui fait que l'atmosphère n'est pas si transparente que ça va être bon, il y a un peu l'air lui-même, donc l'air sec, l'oxygène principalement, un petit peu l'ozone, l'azote pas trop, mais aussi la vapeur d'eau qui absorbe pas mal les ondes radio. Donc plus on est en altitude, plus les nuages sont en dessous de nous au lieu d'être au-dessus, et meilleures sont les observations. Voilà. Mais sans transparence atmosphérique, il n'y aurait pas eu d'astronomie radio non plus. Et enfin, une troisième raison. Pardon, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a eu l'opportunité de se lancer dans la radio. Ensuite, quels sont les points d'intérêt. Pourquoi est-ce que faire de la radio, c'était non seulement possible, mais intéressant. D'une part, on s'est assez vite rendu compte que la radio permettait d'étudier le milieu froid. Donc, plus un objet est chaud, comme l'illustre la barre de fer chauffée au rouge ici, plus il va émettre vers rouge, orange, jaune, puis progressivement vers le bleu, les ultraviolets, etc. Les étoiles qui sont chauffées, bon, le soleil, la surface, c'est 5-7 000 degrés environ, émet une lumière qui est principalement, le pic de la luminosité du soleil, c'est à peu près dans le jaune. Peut-être un peu plus loin. Si on va vers des températures encore plus élevées, on va avoir des étoiles qui vont être très bleues, puis à la limite, on va ensuite partir dans les ultraviolets, etc. Quand on a des objets plus froids, on va émettre en infrarouge. Une caméra infrarouge, ça permet de voir dans le noir les corps qui ont une température de quelques dizaines de degrés Celsius, on va dire. Et quand on va vers du plus froid, on n'émet plus en infrarouge, on va émettre en radio. Et donc les étoiles sont très chaudes, mais elles ne constituent qu'une toute petite fraction du volume de l'univers, et l'essentiel du volume de l'univers est extrêmement froid, c'est du gaz très froid qui du coup est principalement détectable en radio. Un autre intérêt de la radio, dont je parlais déjà un petit peu, c'est le fait de pouvoir détecter différentes fréquences, comme votre poste radio. C'est-à-dire que l'appareil photo ou le télescope optique, et encore plus quand c'est juste une plaque photographique, la plaque photographique, pour l'essentiel, elle sortait des images en noir et blanc. Donc on a juste la forme et la luminosité des objets. Non, la bâchite ne va pas passer tout de suite. Au pire, je ferai une pause. Voilà. Donc, là où la plaque photographique faisait des images en noir et blanc, on avait juste une information sur la luminosité et la structure des objets. La radio, elle, avait une capacité d'analyse des fréquences. On est capable de traiter un large plage de fréquences simultanément avec une grande précision, ce qui fait que dans le cas du poste radio, on est capable de transformer ensuite en son grâce aux haut-parleurs toute la gamme des fréquences qui correspondent aux ondes sonores pour entendre les discours ou la musique ou que sais-je. Dans le cas de l'observatoire radio, on est capable d'analyser précisément à quelle fréquence, à quelle longueur d'onde la lumière est émise. Et ça va nous permettre, donc, je disais, de détecter l'hydrogène, d'identifier les signatures de différentes molécules, etc., etc. Donc c'est une spécificité très forte de la radio qui a rendu les radiotélescopes particulièrement intéressants. Et enfin, j'aime bien insister sur le fait que dans tous les cas, une nouvelle technologie s'offrant à eux, les astronomes se seraient jetés dessus parce qu'on a besoin d'avoir un maximum
de longueur d'onde pour pouvoir mieux comprendre les objets qu'on étudie. On a besoin de comprendre leur couleur. Et donc, au même titre que là, ces quelques pastilles colorées montrent que si on les étudie à travers uniquement un filtre rouge, uniquement un filtre vert, uniquement un filtre bleu, on se dit, bon, il y en a trois blancs, trois blanches, trois noires, mais on ne sait pas vraiment lesquelles. On a besoin de combiner toutes les longueurs d'onde pour comprendre quelle est véritablement la couleur de ces pastilles et comprendre leur nature. De même façon, pour les objets astronomiques, on a besoin de pouvoir combiner le visible, l'infrarouge, la radio, les rayons X, etc., pour comprendre le mieux possible les objets qu'on étudie. Voilà, donc ça, c'était pour le pourquoi. Maintenant, on va attaquer le comment. Parce qu'il faut bien voir, j'ai déjà un peu présenté la différence entre d'un côté développer des appareils photo géants et de l'autre côté développer des postes radio géants. Les longueurs d'onde auxquelles on travaille en radio par rapport à l'optique vont faire qu'on a des technologies qui sont extrêmement différentes. Donc les longueurs d'onde de la radio, donc on va du submillimétrique, donc 0,3 mm environ, au décamétrique, donc 10 mètres ou un peu plus de longueur d'onde, et des fréquences qui vont être de l'ordre du terahertz à quelques dizaines de mégahertz. Quelques dizaines de mégahertz, c'est la fréquence d'un poste radio lambda. Technologiquement, c'est vraiment les mêmes technologies que celles d'un poste radio. Terahertz, c'est un peu plus exigeant quand même. Mais dans tous les cas, on est très très loin du visible, qui lui a des longueurs d'onde plutôt de l'ordre de 0,4 à 0,7 microns, 400-700 nanomètres, et des fréquences de 400 THz à 700 THz. Et ça, c'est des fréquences qu'aucune électronique au monde n'est capable de suivre. On n'a pas d'électronique assez rapide pour faire du 700 THz. Du coup, là où le visible, on va juste être capable de mesurer l'intensité. L'onde, elle est forte ou elle n'est pas forte. Alors que en radio, on va être capable de mesurer une onde. On mesure que le champ électrique, le champ magnétique sont en train d'osciller et on est capable de mesurer ces oscillations. Alors qu'il y a seulement l'amplitude de ces oscillations qui nous sera accessible en visible. Et ça, du coup, sur la construction des télescopes, ça implique des différences énormes qu'on voit peut-être. Alors, je ne sais pas combien on voit les antennes derrière moi, je ne vois pas trop ma caméra, mais ça fait des grosses différences sur la façon dont on conçoit et construit les télescopes et les capteurs des télescopes. Alors, si on regarde un peu maintenant les aspects techniques, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde un télescope, alors là malheureusement, je crois que vous voyez que le dos des antennes, on voit pas la face des paraboles, mais on le voit un peu sur les photos ici, c'est qu'un radiotélescope, c'est pas poli comme un miroir. Un télescope optique, alors soit c'est une lunette avec des lentilles, soit c'est des miroirs, mais qui sont des miroirs dans lesquels on peut se mirer, hein, on peut se regarder dans le miroir. Là, on a des choses qui sont peintes en blanche, qui sont faites en grillage, et qui ne ressemblent pas du tout à des miroirs. Pourquoi ça Donc ça, c'est directement lié aux longueurs d'onde auxquelles on travaille. En fait, si je peux me permettre cette petite illustration simpliste, imaginons on a un mur de crépi devant nous, qui est bien rugueux, et on veut jouer à faire rebondir une balle dessus. Vous voyez, on a l'option, je joue avec une balle de tennis, de ping-pong, ou je joue avec un ballon de basket. Si vous voulez jouer avec le ballon de basket, pas de problème, le ballon de basket va rebondir toujours de la façon à laquelle vous vous attendez face au mur plat. Ce qu'on attend d'un miroir. On veut qu'il renvoie de façon précise, toujours dans la même direction, les ondes lumineuses incidentes. Si maintenant vous faites la même chose avec la balle de ping-pong sur votre crépi, et ben dans 90% des cas, vous lancez la balle droite, elle va repartir n'importe où. Et donc c'est exactement la même chose donc avec une onde électromagnétique qui rencontre une surface conductrice métallique. Elle a besoin, l'onde électromagnétique a besoin que cette surface soit lisse à l'échelle de la longueur d'onde. Donc quand on a des très grandes longueurs d'onde, ça c'est le ballon de basket, c'est les ondes radio, on peut se contenter de quelque chose de très très peu lisse de notre point de vue en optique. Donc si on regarde des ondes décamétriques, un miroir fait en grillage à poules, littéralement en grillage à poules avec des mailles en acier d'1 centimètre de trou à l'intérieur, du point de vue de l'onde qui fait 10 mètres, ces mailles-là, c'est une surface continue, parfaitement lisse. Et ça se comporte comme un miroir. À l'inverse, pour observer à des longueurs d'onde de quelques centaines de nanomètres, on a besoin de polir nos miroirs à quelques dizaines ou moins de nanomètres de précision. Donc, d'où la différence énorme entre les miroirs des radiotélescopes, qui sont des gros grillages ou juste de la tôle à peu près lisse, avec les miroirs des observatoires optiques, qui correspondent plus à notre définition habituelle du miroir. Alors, ensuite, il y a la façon dont on observe, qui change beaucoup. Alors, la radio, ça permet... donc là, c'est un mauvais exemple, parce qu'on est justement sur une opération de maintenance à très grande échelle, mais on pourrait être en train d'observer. En plein soleil, il fait beau en plus, mais on peut observer par tout temps, euh, contrairement à l'optique. Alors, ça veut dire qu'on peut observer de jour, ça veut aussi dire qu'on peut observer quand on a de la couverture nuageuse.
parce que donc je parlais des radars tout à l'heure. Les radars sont capables de percer les nuages pour voir où sont les avions, dans une certaine mesure, si la couverture nuageuse n'est pas trop épaisse. La radio, pareil. Donc, comme je disais, le millimétrique, on est un peu à la limite. Si on est dans du centimétrique ou du métrique, quelle que soit la météo, on peut regarder, il y a des nuages, on s'en fout. Ce qui est quand même un gros avantage par rapport à d'autres observations. L'inconvénient et l'avantage à la fois, comme je disais, on observe de jour parce que de toute façon, en radio, on n'a pas de nuit noire. Donc là, je vous illustre le ciel tel qu'il est vu de jour et de nuit par un astronome qui fait de l'optique. Le jour, bah, le ciel est bleu, il y a le soleil, on ne voit pas les étoiles, on n'observe pas. La nuit, le ciel est noir, du coup on a un fond sombre, pas de problème, pas de signal, et les objets qui nous intéressent, à savoir les étoiles, sont visibles. Du point de vue du radioastronome, le jour, on a un ciel qui brille, et le soleil dedans, mais si on ne se met pas dans la direction du soleil, ça va. Mais on a un ciel qui brille, et la nuit, on a un ciel qui brille à peu près autant. Il fait un peu plus froid, donc il brille un peu moins, mais comme je vous disais, le ciel, c'est du gaz froid, à haute altitude, on va à moins 100, etc., degrés Celsius. Et en fait, le ciel émet des ondes radio. Donc on a toujours un fond d'émission causé par le ciel. Donc, si on veut pouvoir observer, il faut soit observer des choses qui sont très, très, très brillantes, qui permettent d'ignorer la luminosité du ciel. Alors, au début, c'était comme ça. Et progressivement, alors, c'est pas exactement la même chose selon qu'on a une seule antenne ou qu'on a un interféromètre, il y a des techniques différentes, mais la radioastronomie a dû développer des techniques pour apprendre à soustraire le fond. Soustraire l'arrière-plan, quoi. Être capable de dire, bon, bah, ça, cette contribution-là du signal, elle vient du ciel, je la soustrais pour garder que ce qui vient de l'objet que j'étudie. Alors, donc ça, c'était sur la façon dont on mène les observations. Maintenant, une grande différence, comme je disais, entre les capteurs des observateurs optiques et radio. Donc, encore une fois, optique, essentiellement, c'est des CCD, plus ou moins améliorés par rapport à ce que vous avez dans votre appareil photo à l'arrière de votre smartphone ou autre. Mais c'est à peu près ce genre de technologie. Ici, on est au contraire sur une technologie qui est beaucoup plus proche de votre poste radio. Et c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes capacités de réglage de fréquence, de démodulation du signal, d'amplification du signal. Sur votre poste radio, vous pouvez écouter plus fort, moins fort, parce qu'on est capable d'amplifier un signal électrique. Vous êtes capable de sélectionner la fréquence. Alors là, je suis sur l'autoroute, il faut que j'écoute l'autoroute info. Non, en fait, je préfère écouter RTL2 ou que sais-je. Vous choisissez la fréquence sur laquelle vous vous calez. De même, dans un observatoire radio, on peut choisir, bon, là maintenant, on va écouter, enfin, on va pas écouter justement, on va observer se caler sur la fréquence du monoxyde de carbone. Non, là maintenant, on va faire l'ammoniac. Non, là, il faut tel autre. Bon, voilà. Mais on peut choisir les fréquences sur lesquelles on se cale. Et une fois qu'on a choisi la fréquence, je reprends le poste radio. Si vous sélectionnez 107.7 autoroute info, c'est la seule que je connais par cœur. 107.7 MHz, c'est très 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 au-delà du spectre que vous êtes capable d'écouter, des fréquences que vous êtes capable d'écouter. Donc on va démoduler, on va changer, en gros on va enlever la fréquence de référence et se placer dans une gamme de fréquences plus facile, plus intéressante. Donc dans le cas de la radio, c'est les fréquences audio, les fréquences écoutables. Donc on va changer les fréquences, donc, ce qui correspond à la démodulation dans le cas d'une radio FM. Dans le cas d'un radiotélescope, c'est pas exactement les mêmes maths et les mêmes technologies derrière, mais l'idée est la même, à savoir qu'on part d'une très haute fréquence pour laquelle il faut des capteurs très 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 spécialisés et avec lesquels on va avoir du mal à gérer le signal ensuite, et on va transposer ça à une fréquence intermédiaire plus basse sur laquelle on a de l'électronique standard qui peut être utilisée. De haute qualité certes, mais de l'électronique beaucoup plus standard. Et une fois qu'on a ça, on va être capable de traiter toute une large plage de fréquences avec une analyse très précise de combien de signal on a à telle fréquence. Alors, je ne vois toujours pas mon écran, excusez-moi. Voilà, oui. Alors, effectivement, ça c'est, pour l'instant, on dirait qu'il n'y a que des avantages à faire de la radio. Il y a aussi des gros inconvénients. C'est que les capteurs radio, c'est très très difficile de faire des énormes matrices avec 1 mégapixel ou plus, comme ce qui se fait pour les observateurs optiques ou même pour les appareils photo. La plupart du temps, les observatoires radio, vu les difficultés à construire les capteurs, ont 1 pixel. Parfois il y en a, mettons, je sais pas, 9, 16. À l'IRAM, on travaille pour avoir un capteur de 25 pixels dans les 5 à 10 années à venir. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour faire une très grande image, alors là, je vous montre une image sur laquelle j'ai travaillé pendant que je faisais ma thèse, on a à peu près 1 mégapixel. Donc, du point de vue d'un appareil photo moderne, c'est très, très modeste.
il a fallu du coup observer un pixel, se déplacer, le pixel suivant, se déplacer, le pixel suivant, se déplacer, et on a passé 900 heures à observer ce truc. Non pas forcément qu'il y avait besoin d'autant de temps pour faire un long temps de pause, mais surtout qu'il fallait tout ce temps-là pour se balader et parcourir toute l'image. Donc voilà, la radio n'a pas toujours que des avantages par rapport à l'optique. Et donc ces capteurs, une autre particularité, c'est qu'ils ont besoin d'être refroidis. Donc, comme je disais, la radio, c'est la science du milieu froid. Et déjà qu'on est embêté par le fait que le ciel émette de la lumière, si en plus notre capteur il est plongé dans un environnement qui lui génère du signal parce que tout autour de lui est chaud et génère des ondes radio, c'est la cata. Donc du coup, les capteurs ont besoin d'être refroidis le plus froid possible. Donc on les refroidit à l'hélium liquide à 4 degrés au-dessus du zéro absolu, donc moins 270 degrés Celsius environ pour améliorer la qualité du signal. Alors, le fait de refroidir les capteurs pour améliorer le signal, c'est valable pour n'importe quel capteur électronique, en fait. C'est-à-dire, même si si vous avez un CCD, si vous le refroidissez, il sera plus sensible, il sera moins bruité qu'un capteur radio. Mais dans le cas de la radio, autant avec un CCD, on peut ne pas le refroidir et avoir des bonnes données, autant pour un capteur radio, si on ne le refroidit pas, c'est bon. Et une dernière caractéristique des observatoires radio en termes de capteurs, c'est qu'on a des flux de données continus. Ce qui fait que, en termes de volume de données et de traitement informatique, la radio, c'est colossal. C'est-à-dire que là où un observatoire optique va avoir besoin de faire un temps de pause, on dit, bon, bah, on va là sur tel objet, étoile, planète, nébuleuse, j'en sais rien, on a besoin de faire un temps de pause de, selon les cas, quelques secondes, plusieurs heures. On fait un temps de pause et à la fin, on a accumulé suffisamment de lumière sur le capteur, on lit le résultat du capteur et paf, on a nos données. Donc, une lecture du capteur. Un OMA, bon, c'est un choix informatique quasiment, j'ai envie de dire, mais le signal est enregistré en continu. Donc, toutes les secondes, on enregistre un scan, toutes les secondes, et c'est en accumulant les scans les uns sur les autres a posteriori, par traitement informatique, qu'on va obtenir la sensibilité. Là où le capteur optique, lui, va juste accumuler de la lumière. Nous, on enregistre en continu. Et du coup, les volumes de données générés par la radio sont absolument colossaux. Donc, notamment pour traiter les données de NOEMA en direct quand elles arrivent des 12 antennes qu'il faut les combiner et les envoyer en salle de contrôle. On a un super calculateur dans le sous-sol de la salle de contrôle dont la capacité de calcul instantané, alors je ne sais plus le nombre de 10 pétaflops par seconde. En gros, ça correspond à peu près au trafic Internet instantané pour toute la France. Voilà. Donc on a le même volume de données à traiter juste pour nos antennes que la France entière qui navigue sur Internet. Alors, le dernier aspect que je vais aborder, qui était un peu l'éléphant dans la pièce, c'est le cas de le dire, c'est que les radiotélescopes sont des télescopes géants. Les tout premiers radiotélescopes que j'ai montrés, là, recyclés, faisaient déjà 7 mètres et demi de diamètre. À une époque où en télescope optique, on avait quelques dizaines de centimètres de miroir au maximum. De nos jours, les plus grands télescopes optiques sont de la classe 8 à 10 mètres et sont en cours de projet et de construction la génération suivante qui atteindra les 30 à 40 mètres de diamètre pour le télescope optique. Déjà, je peux vous garantir, croyez-moi, vous arrivez devant un miroir de 8 mètres de diamètre, c'est absolument hallucinant. Mais à côté de ça, on arrive à Pico Veleta en Espagne ou ici à Bure et on a 30 mètres, comme son nom l'indique, 30 mètres de diamètre, 900 tonnes, ici 12 fois 15 mètres de diamètre, 120 tonnes chacun. C'est loin d'être le plus grand. Donc le plus grand télescope avec une seule antenne en Europe, c'est le radiotélescope d'Effelsberg en Allemagne, 100 mètres de diamètre. Et en France, on a aussi, alors c'est pas, il n'a pas un miroir circulaire, donc on ne sait pas trop comment le classer. Le radiotélescope de Nancy, un miroir principal qui est un rectangle découpé dans une parabole, c'est une fraction de parabole, 400 mètres de long par 100 mètres de haut. Et le plus grand radiotélescope au monde, avec une seule antenne, c'est FAST, qui est en Chine, donc le 500 Meter Aperture Telescope, qui, comme son nom l'indique, a un miroir de 500 mètres de diamètre. Donc c'est absolument hallucinant. La raison à ça, il y a deux raisons à ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des télescopes aussi grands en radio par rapport à ce qui se fait en optique? Il y en a une, c'est une question de sensibilité. Donc je reprends ma barre de fer chauffée. Pourquoi? Parce que donc, non seulement plus la matière est chaude, plus elle émet dans des longueurs d'onde élevées, mais plus elle émet brillamment. Si vous réglez votre lampe halogène, et si vous regardez cette barre de fer, plus c'est chaud, plus ça brille. Et ça devient de moins en moins lumineux quand on baisse en température. Et du coup, le milieu froid qui est observé par
les radiotélescopes est extrêmement faible en luminosité par rapport à ce qu'il y a en optique. Donc on a besoin essentiellement de très très gros entonnoirs pour ramasser le plus de lumière possible pour récupérer du signal. On a vraiment des puissances. Alors, c'est un champ électromagnétique, on pourrait convertir ça en puissance. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il n'y a même pas de quoi allumer une ampoule avec la puissance instantanée récupérée par tous les radiotélescopes au monde. C'est vraiment très, très, très faible. Et l'autre raison, c'est une question de résolution spatiale. C'est-à-dire qu'un télescope, ça sert à voir des choses qui sont très peu brillantes, ça sert aussi à voir des choses qui sont très petites pour notre œil nu. Parce que, alors, ce sont des objets énormes, mais très très loin, donc leur taille angulaire est extrêmement faible. Donc, je vais à nouveau sortir mes balles de ping-pong et mes ballons de basket. Je vais probablement me faire égorger par tous les profs de physique, parce que l'analogie est franchement douteuse, mais l'idée est là. En gros, si vous prenez un tas de balles de ping-pong, vous avez un trou dans un écran, parce qu'en gros, l'entrée du télescope, on va considérer que c'est un trou dans un écran, pour faire rentrer la lumière quelque part. Si vous lancez ces balles de ping-pong sur l'écran, parce qu'elles sont petites, si le trou est assez grand, la plupart vont traverser le trou sans problème. Il y en a quelques-unes qui vont accrocher dans les bords et avoir leur trajectoire déviée. Cette déviation de la trajectoire, dans le cas du rayon lumineux, ça brouille l'image, ça la rend plus floue. Dans le cas des ballons de basket, s'il faut leur faire traverser le même trou, ils vont tous taper dans les bords et l'image sera dégueulasse. La trajectoire des ballons de basket sera dégueulasse, donc dans le cas des photons de grande longueur d'onde, l'image sera dégueulasse. En fait, ce n'est pas des particules qui tapent dans les bords d'un trou, c'est des ondes dont les trajectoires sont perturbées par ce qu'on appelle la diffraction. C'est un phénomène assez différent, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que plus la longueur d'onde est grande, plus l'onde est perturbée et plus l'image est brouillée par un télescope, par l'ouverture d'un télescope. Et donc là, je vais me permettre de vous mettre une équation, c'est la seule, c'est que la résolution angulaire d'un télescope, qu'on appelle θ, donc par convention, donc θ égale lambda sur d, donc la résolution angulaire d'un télescope, donc les détails les plus petits qui nous permettent d'observer, sans que l'image soit trop brouillée justement par ces effets de bord du miroir, c'est proportionnel à la longueur d'onde observée divisée par le diamètre du télescope. Et vu que entre ici des observations à 1 mm, ce qui sont les plus petites longueurs d'onde, donc celles avec lesquelles on a le plus de précision, à 1 mm ici à Noéma, par rapport au visible, on a à peu près un facteur 2000 en longueur d'onde. Donc on est 2000 fois moins bon en résolution. On a des images avec un flou 2000 fois plus fort si on a la même taille de télescope. D'où la nécessité d'avoir des télescopes gigantesques. En fait, avec un télescope de 30 mètres, voilà, c'est une comparaison que j'aime bien, elle est simple. Le télescope de 30 mètres de l'IRAM, il nous permet d'avoir la résolution en radio qui est l'équivalent de celle de la pupille de votre œil. Voilà. Donc en fait, on voit aussi peu précisément, avec un télescope de 30 mètres de diamètre, 900 tonnes, que juste à l'œil nu quand on regarde en optique. Et c'est la raison pour laquelle on a donc ici non pas une, mais 12 antennes qui peuvent atteindre des distances entre elles de presque 1700 mètres. C'est que pour faire plus grand, on a une technique qui s'appelle l'interférométrie. Donc l'interférométrie, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera présenté à l'heure suivante. L'idée, c'est de combiner les signaux d'un grand nombre de télescopes, optiques ou radio. C'est faisable en optique, c'est hyper galère, c'est beaucoup plus facile en radio. Ça reste galère, hein, mais c'est beaucoup plus faisable et c'est une technologie qui a déjà des décennies, alors qu'en optique, c'est balbutiant. On va combiner les signaux de tous ces télescopes pour simuler le fait d'avoir un télescope dont la taille n'est non pas la taille de l'antenne, mais la distance entre les télescopes. Et là, pour le coup, la radio va être extrêmement puissante parce que dans le cadre de Noema, on a des distances entre les télescopes qui peuvent atteindre 1700 mètres, mais on va avoir d'autres interféromètres dans le monde qui vont avoir des distances entre les antennes qui vont atteindre les plusieurs dizaines de kilomètres et ainsi pouvoir rivaliser, voire dépasser la résolution permise par les télescopes optiques. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était un peu technique, donc j'espère que vous avez plein de questions pour essayer de clarifier tout ça. Merci pour votre attention et à vos claviers pour nous en demander plus. Merci Yann, c'était vraiment très très éclairant. Donc écoute, on va pas faire de pause parce que du coup on a perdu un petit peu de temps au début, alors on attaque Ouais. directement sur les questions. Il y a une question sur la couleur des antennes.
est-ce que ça a un intérêt d'avoir du coup des antennes toutes blanches? Alors, dans le cas de Noema, c'est un cas un peu particulier. On les voit pas, mais elles ont eu des relookings dans leur bientôt 40 ans de carrière. Non, 40, je ne sais plus compter. 89, bref. Elles ont parfois été donc c'est des panneaux d'aluminium qui ont parfois été polis quasiment miroirs. Ça fait des photos incroyables, on voit le ciel dedans et tout. Actuellement, elles sont en alu brossé, elles ont la même texture que l'arrière des antennes. Elles ont pu être peintes en blanc par le passé. Et en fait, dans le cas d'un radiotélescope, la principale contrainte qu'on va avoir, c'est d'une part, il y a des questions de corrosion. On met de la peinture pour protéger les surfaces. Bon, l'aluminium n'est pas trop sensible, donc ça va. Mais il y a aussi une question de réflexion du soleil, en fait. C'est-à-dire que la lumière du soleil est tellement puissante que même s'il n'est pas pile dans l'axe, le miroir va réfléchir sa lumière dans, en direction du miroir secondaire et ensuite des capteurs. Et sans vouloir rentrer dans les détails, en gros, plus le miroir est mat, plus on peut se rapprocher du soleil sans risquer de foutre le feu à l'antenne. Donc de ce point de vue-là, du coup, par exemple, le télescope de 30 mètres a plus de liberté d'action que Noema, parce que grâce à sa peinture blanche, il peut s'approcher, je crois, à 10 degrés du soleil environ sur le ciel, alors que Noema, on est obligé de rester à 30 degrés du soleil. Donc c'est valable pour tous les radiotélescopes. Et quand je parle de... C'est quand même des fours solaires géants. Donc pour souligner à quel point c'est pas une blague de ne pas se rapprocher du soleil, on a eu une fois, à cause du soleil couchant qui a traversé la porte du hangar où une antenne était garée, on a eu un départ d'incendie dans le hangar parce que du coup la lumière du soleil était concentrée sur la paroi du hangar. Heureusement, qui est quand même, c'est juste de la tôle, c'est moins cher que de mettre le feu au capteur du radiotélescope. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et tu peux nous dire pourquoi vous êtes en train de déneiger au fond là? Parce qu'on voit un chasse-neige, c'est Oui, ça? ouais, il y a la fraise là qui est en Qu'est-ce train qui de se passe déneiger. là? Alors, du coup, c'est ce que je présentais au tout début. Donc, l'interféromètre, la résolution qu'il nous permet d'avoir correspond à la distance entre les antennes. Et les antennes de Noema, donc les 12 antennes, sont mobiles sur 3 rails, est, ouest et nord. Et on peut choisir de changer de configuration d'antenne, des configurations étendues avec 1700 mètres de distance entre les antennes les plus éloignées, des configurations beaucoup plus compactes où les antennes sont toutes accumulées là, dans la zone qui est derrière moi. Et donc, plusieurs fois par an, 4-5 fois par an, on change de configuration. Et du coup, à ce moment-là, il faut déplacer les antennes. Or, ben, du coup, on est à 2500 mètres d'altitude, il neige, il vente, et parfois on a. Là, on n'est pas trop mal, mais des fois, on peut avoir plusieurs mètres de neige accumulés sur les rails, et avant de pouvoir bouger l'antenne, bah, il faut commencer par déneiger. Donc, du coup, ça paraît. Ça peut paraître un peu étrange de faire de la maintenance qui ressemble plus à ce qu'on fait en station de ski, mais en fait, c'est indispensable aux bonnes opérations du télescope et on fait ça même de façon routinière pour ne pas laisser trop de neige s'accumuler. Même quand on n'est pas en train de faire un changement de configuration, régulièrement, les équipes techniques passent avec les dameuses, les chasse-neige, la fraise pour enlever le plus de neige possible. Oui, d'ailleurs, on est en train de voir passer la voiture qui a des roues triangulaires, hein. Oui, bah, elle est sur chenille, parce que bah, ouais, c'est quand on a plusieurs mètres de neige, la chenillette, ça marche, le 4x4 ne passe plus. Donc on a un 4x4 sur chenille. Alors, C'est assez exotique. une question, là on repart sur les bases. Ouais, Est-ce que tu peux allez-y. refaire un petit point sur la nature des signaux radio et des émissions et de réexpliquer ce qui fait que ben, justement il y a dans l'univers des émissions radio? Alors, donc, comme je disais, les ondes radio, c'est de la lumière. Euh, c'est des ondes électromagnétiques au même titre que la lumière visible. Et du coup, il y a un grand continuum du spectre de la lumière qui va des rayons gamma aux longueurs d'onde les plus courtes jusqu'aux ondes radio aux longueurs d'onde les plus grandes, aux fréquences les plus basses. Et sans rentrer dans les détails de phénomènes un peu plus exotiques, euh, toute matière, voilà, les étoiles, le ciel, cet ordinateur, moi, tout, cette neige, tout émet de la lumière qui dépend de sa température. En gros, on appelle ça la théorie du corps noir, même quand les choses ne sont pas noires. Mais du coup, plus un objet est froid, plus il va émettre des ondes de grande longueur d'onde, plus il est chaud, plus il va émettre vers le bleu, l'ultraviolet, etc. Donc, puisque l'univers est essentiellement constitué de gaz très froids, que ce soit au sein des galaxies, parce que, alors, si on nommait le Soleil, qui est
l'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil. Mais hormis le Soleil, l'étoile la plus proche, on est à, je sais plus, 4 années-lumière, quelque chose comme ça. Ça fait quand même un paquet de distance avec rien dedans. Et le rien en question, en fait, c'est pas rien. Il y a un peu de gaz, il y a des régions plus ou moins denses, mais il y a du gaz, il y a de la poussière. Et ces régions-là ne sont pas chauffées du tout, en fait. Elles sont très très loin de toute étoile. Voilà, mi-chemin entre le Soleil et Proxima du Centaure, on est à 2 années-lumière de chaque étoile. C'est des tout petits points lumineux qui chauffent pas du tout. Et du coup, cette matière est extrêmement froide. Donc, via ce que j'ai dit sur le corps noir, ça émet des ondes radio. C'est très très froid, ça émet des ondes radio. Et du coup, est-ce qu'on a des informations justement sur la matière interstellaire, sur les poussières Oui, absolument. Alors, les poussières sont pas mal étudiées en infrarouge, infrarouge lointain, parce qu'elles peuvent être un peu plus chaudes. Mais le gaz interstellaire est énormément étudié grâce à la radio. Donc j'ai donné d'abord l'exemple de la détection de l'hydrogène. Donc ça, c'était de la radio centimétrique. C'est une raie de l'hydrogène à 21 cm de longueur d'onde. Et ensuite, on a commencé à détecter de plus en plus de molécules. Et alors, il y a deux choses à faire. D'une part, on se rend compte que ces molécules, elles nous permettent de voir où est le gaz, et puis de voir comment il bouge, quelle forme il a. Et puis par ailleurs, ça nous permet de faire de la chimie du gaz, d'analyser les molécules pour ce qu'elles sont, et non pas juste comme en tant que composant d'un nuage qui nous intéresse en tant que nuage. Mais oui, c'est la radio, vraiment, c'est vraiment la radio qui a permis de comprendre la nature du milieu interstellaire. Avant ça, en optique, on se rendait juste compte que bon, il y a des nébuleuses qui brillent en rose, en gros. Donc, c'est des objets qui sont flous, qui ont l'air d'être un peu gazeux, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et il y a des nébuleuses sombres, où les étoiles sont obscurcies par des nuages de gaz sombres, mais on n'avait aucune idée détaillée de la nature du gaz présent, de la structure de ces nébuleuses. Et ça, c'est vraiment la radio qui nous permet de le révéler. Parce que, en général, ces nébuleuses sont justement très opaques, donc très abritées de la lumière des étoiles, donc très froides. On a un collège qui nous demande de revenir sur la notion de spectre de molécules. Oui, alors, donc du coup, je ne sais plus en quelle classe est-ce qu'on commence à regarder des spectroscopes, mais donc, pour prendre le spectre, celui que tout le monde connaît, le spectre du Soleil, il nous est révélé quand il passe dans un prisme ou dans des gouttes d'eau, ça fait un arc-en-ciel. Donc, c'est toutes les longueurs d'onde qui sont présentes dans une émission lumineuse. Dans le cas du Soleil, on a quasiment un continuum, donc on a toutes les longueurs d'onde présentes, à quelques exceptions près, pour nous, une fois filtré par l'atmosphère, du rouge jusqu'au bleu. Et le fait de faire un spectre, c'est de faire une mesure précise de combien est-ce qu'il y a de lumière à quelle longueur d'onde. On peut faire ça dans le visible, on peut faire ça aussi dans le radio. Et alors, pour des raisons de mécanique quantique dans lesquelles je ne vais surtout pas rentrer, mais les atomes et les molécules ont des longueurs d'onde, des couleurs, qui leur servent de signature. Quand cette couleur est détectée, on sait qu'elle a été émise par tel atome ou telle molécule. Donc, les nébuleuses roses, par exemple, on sait que c'est une longueur d'onde qui est émise par l'hydrogène. Pour prendre un exemple plus trivial, l'éclairage urbain, quand vous avez une lumière très jaune, assez moche, on sait que c'est une lumière qui est causée par le sodium. On prend du sodium, on le chauffe à l'état gazeux et il émet cette lumière jaune qui est caractéristique du sodium. Et donc ça va être le cas aussi pour les molécules. Alors plus la molécule est complexe, plus elle a une signature complexe, donc elle ne va pas avoir une seule fréquence de signature, mais un groupe de fréquences. Parfois, c'est pas ambigu, donc on voit telle fréquence. Là, je vois, oh, j'ai 112 GHz, je sais que c'est du monoxyde de carbone. Je crois que c'est 112, je me trompe peut-être. Peut-être 120, c'est peut-être 120 en fait. 120 GHz, c'est du monoxyde de carbone. Des fois, c'est ah bah là j'ai tel ray, c'est ambigu. Ça pourrait être telle molécule, telle autre. Pour que je vois si j'en détecte d'autres, pour être sûr quelle est la signature que j'ai trouvée. Voilà. Mais du coup, c'est grâce à ces signatures-là qu'on est capable. Voilà, je vois du rose, je sais que j'ai de l'hydrogène. Je vois telle couleur, en l'occurrence telle fréquence dans le spectre que j'ai analysé avec un radiotélescope. Je sais que du coup, j'ai telle et telle molécule qui était présente. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Très bien. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir des antennes en orbite? Euh, oui, toujours, parce que surtout en submillimétrique, c'est comme je disais, moins on a d'atmosphère, mieux on se porte. Donc des fois, sans même parler du fait qu'en orbite, on n'aurait pas le problème d'avoir une tempête de neige qui nous fait tout fermer pendant 2 jours. Mais oui, ça serait toujours mieux. En pratique, bon, c'est très compliqué. Ça a été fait, hein, ça a été fait.
avec des petites antennes radio, mais ça a déjà été fait. Et un des principaux intérêts que ça aurait d'avoir des antennes en orbite, ça serait pas tellement pour la qualité des observations que ferait une antenne toute seule, mais ça serait le fait de la mettre en réseau justement avec les antennes qu'on a ici. Parce que du coup, je parlais de l'interférométrie qu'on peut faire sur un interféromètre comme Noema, donc on a des antennes sur un site et on les connecte les unes aux autres, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'interférométrie à grande ligne de base, où on connecte des observatoires entre eux. Donc nous, on peut faire de l'interférométrie avec le 30 mètres en Espagne, mais aussi avec des télescopes aux États-Unis, au Chili, en Antarctique, etc. Et ça a déjà été fait, et c'est extrêmement prometteur, mais en même temps extrêmement difficile de faire de l'interférométrie parce que sur Terre, on est limité en termes de distance entre les antennes à la taille du globe. On ne peut pas faire plus de 12 000 km. Alors que si on met les choses en orbite, en théorie, on peut aller beaucoup plus loin et du coup avoir simuler un télescope dont la taille est de la taille de l'orbite. Et là, ça devient colossal. Ça, pour ça, ça pourrait être très intéressant. Mais on en est encore assez loin. Alors, il y avait une question sur les utilisations. Finalement, n'utilisent les antennes de Noema que les équipes de Noema ou il peut y avoir d'autres utilisateurs, d'autres labos? Alors, ça dépend comment. Il y a deux façons de répondre à la question. Oui, les antennes de Noema sont utilisées exclusivement par les équipes de Noema. Pour les extérieurs, c'est pas touche. Le système est tellement complexe et tellement sensible qu'on ne veut pas que qui que ce soit d'autre y touche. Mais les équipes de Noema travaillent pour les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste, nous, un institut qui fonctionne en vase clos et on fait nos idées, nos recherches, etc. En fait, on fait des opérations dites de service où on a des universitaires du monde entier. Alors d'abord des pays partenaires de l'IRAM, donc principalement donc l'Espagne, la France et l'Allemagne, ainsi que des universités, autres universités partenaires dans le monde. Mais on est aussi ouvert aux chercheurs du monde entier qui vont soumettre leurs projets. Les projets vont être sélectionnés au mérite selon bah, celui-là il est faisable, celui-là il n'est pas faisable, celui-là bon il n'a pas l'air très intéressant, celui-là ah il est révolutionnaire, on veut vraiment tenter ce truc. Voilà, donc on a une sélection qui est faite par un comité indépendant. Et ensuite, ces projets-là sont transmis aux équipes de Noema par le siège. Donc, depuis le siège de l'IRAM, c'est envoyé à Noema pour que les équipes sur place puissent observer, effectuer les observations correspondant aux projets qui nous ont été soumis. Voilà, donc quelque part, c'est ouvert à tout le monde à condition d'être sélectionné. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une antenne finalement dans son jardin et quel serait le diamètre minimum qu'il faudrait avoir pour commencer à détecter un signal? Alors, j'ai j'ai déjà cherché et c'est même commercialisé en fait. Ça dépend. Faire de la détection d'ondes radio spatiale, ça a longtemps été confiné à la communauté radio amateur, c'est des gens qui s'amusent surtout à construire le récepteur radio plutôt que de savoir qu'est-ce qu'ils détectent avec. Et l'antenne est un peu secondaire, mais il est possible, je crois qu'il y a une boîte italienne qui propose des radiotélescopes. Alors là, typiquement, c'est du grillage à poule, hein. On travaille sur la raie à 21 cm, principalement de l'hydrogène. Et en fait, concrètement, c'est une version modernisée des antennes des années 50 que je vous ai montré. Ça fait, selon les modèles, entre 5 et 10 mètres de diamètre. C'est en grillage. Ça a un capteur intégré, l'électronique, le software. Voilà, donc vous installez ça sur votre PC, vous vous connectez à l'antenne qui est dans le jardin. Ça fait 10 mètres de diamètre si vous avez un grand jardin. Ah, on me dit même qu'il y en a une version de 3 mètres. Bon, alors avec 3 mètres, on est moins sensible et puis on voit moins de détails, hein, du coup, comme je disais. Voilà, c'est sûr que de ce point de vue-là, la radioastronomie version amateur, ça permet pas de faire des photos aussi incroyables que ce que permet de faire l'astronomie amateur avec un petit télescope, un bon appareil photo, où on a des photos de nébuleuses fabuleuses. Là, vous pourrez montrer à vos copains, hey, regardez, j'ai détecté l'hydrogène dans le bras spiral de la galaxie. En soi, c'est super cool, mais ça fait pas d'images aussi belles que la radioastronomie photographique. Voilà. Alors Jérémy, il y a une question. Est-ce que la radioastronomie peut avoir des effets sur la santé? Au pire, on s'enrhume à 2500 mètres Oui, d'altitude, d'accord. mais non. Non, non, alors, oui, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que, et je comprends la question, c'est que les antennes comme ça, il y a deux catégories d'antennes radar géantes qu'on croise parfois. Il y a les nôtres, celles des radioastronomes, puis il y a les antennes militaires. Ou éventuellement les radars pour de contrôle
d'aéroport. Et nous, on travaille uniquement en réception. Donc, en gros, les intensités électromagnétiques, le rayonnement est quasiment nul. En fait, on n'émet rien. Enfin, on n'émet pas plus qu'un immeuble de bureau, j'ai envie de dire. Alors que les radars, eux, vont émettre. Plus un radar est puissant, plus il émet une onde puissante. Et bon, après, on va un truc de science-fiction. On a des radiotélescopes géants qui sont convertis en radars pour communiquer aller-retour avec les extraterrestres. Du coup, on émet des ondes tellement puissantes que on fait des détonations dans l'atmosphère, on tue tout à 100 km à la ronde. Voilà. Mais ça, c'est de la science-fiction. Mais là où c'est pas de la science-fiction, c'est que les radars puissants émettent des ondes un rayonnement électromagnétique très puissant qui probablement, j'ai pas les chiffres en tête, mais probablement dépasse de loin les recommandations de santé qui sont inscrites sur la coque d'un smartphone qui certifie qu'il n'émet pas trop pour pas avoir des effets négatifs sur la santé. Donc les radars, oui, c'est puissant. C'est potentiellement néfaste si on se met en face du radar. Ils sont pas faits pour, hein, mais c'est potentiellement néfaste. Je peux pas me certifier. Par contre, le radiotélescope, lui, capte uniquement des ondes extrêmement faibles. Et voilà, le radiotélescope, à part s'enrhumer en altitude ou se faire écraser par une pelleteuse, ce qui n'est jamais arrivé, il n'y a pas de risque majeur pour la santé. Alors, il y a une question aussi sur ton parcours personnel, mais aussi du coup, quel serait le parcours qu'il faudrait suivre hein, pour devenir astronome radio, par exemple. Et puis il y avait aussi une autre question, parce que c'est vrai que les deux intervenants d'aujourd'hui sont des hommes, plutôt barbus d'ailleurs. Donc Ouais, désolé. est-ce qu'il y a des femmes dans le domaine? Oui, Et ouais, absolument. Alors, je vais répondre aux deux questions en une. Premièrement, sur le fait que, alors parmi les astronomes de Noéma, alors Jérémy qui a parlé tout à l'heure, qui reparlera après moi, à double casquette, il est aussi astronome, mais parmi l'équipe des astronomes de l'IRAM et de Noéma, surtout parmi la jeune génération, on a énormément. Je crois qu'on est à peu près à parité, voire au-delà de la parité, mais il y a beaucoup de jeunes femmes parmi les doctorants, postdocs et les jeunes membres des équipes. Donc les choses vont clairement vers la parité dans ce métier-là. Et après, donc la question de mon parcours, c'est assez linéaire, quoi. C'est terminale scientifique, prépa physique, licence de physique et licence de chimie. Ensuite, un master de mécanique quantique qui m'a saoulé, donc j'ai refait un master d'astronomie et ensuite j'ai fait une thèse en astronomie. Et globalement, les astronomes étant des chercheurs, ils sont tous enfin, en tout cas, s'ils sont au-delà de la case thèse, sont tous docteurs, donc officiellement à bac+8. Mais on est loin d'avoir que des astronomes. Donc, que ce soit juste à l'échelle de Noéma, donc là sur le site à Bure, on a parfois un, parfois deux, parfois zéro astronome. Il y a tout le reste de l'équipe. Et à Grenoble au siège, on a aussi donc un groupe d'astronomes et on a tout un tas de métiers. Donc à Bure, il y a toutes les personnes qui permettent de faire fonctionner euh, les télescopes. Et là, on a des niveaux d'études en bac plus machin et des spécialisations extrêmement variées. Donc, on a des mécaniciens. Voilà. Là, globalement, tout le monde est impliqué, tout le monde est dehors. Mais on a des mécaniciens, des électrotechniciens, on a les opérateurs, qui sont les personnes qui sont vraiment qui contrôlent les télescopes, qui ont des études techniques et ou scientifiques en général. On a pas mal d'opératrices, d'ailleurs. Dans les techniciens, on a moins de femmes, mais on a beaucoup d'opératrices. Enfin, beaucoup, oui. Enfin, on a 6 opérateurs et on a 3 opératrices, 7 opérateurs, 3 opératrices. Et donc à Grenoble, on a aussi donc une grande diversité de métiers parce que l'intégralité, c'est loin d'être le cas de tous les instituts opérant des radiotélescopes, mais l'intégralité des télescopes de l'IRAM a été conçue et pour tout ce qui n'est pas du génie civil, construit à l'IRAM. Donc, on a des gens qui travaillent sur de l'électronique de précision, qui travaillent en salle blanche sur des semi-conducteurs et des nanotechnologies. On a des informaticiens, on a des ingénieurs de toutes spécialités. Donc, on a vraiment cette grande diversité de parcours qui du coup permettent de participer à cette grande aventure de Noéma sans passer par le truc un peu linéaire que je vous ai décrit.
dans mon cas. Et du coup, en particulier dans tous les métiers que j'ai cités à Grenoble, on a aussi une grande diversité, une grande diversité de parcours et on a une grande proportion de femmes aussi. Alors, Même si c'est Jérémy, effectivement pas visible parmi les ouais. intervenants. Jérémy, une dernière question. Alors, en deux Alors c'est minutes. toujours Yann. Ouais, pardon, oui, oui. Yann, une dernière question en 2 minutes. Ouais, je vais faire bref. C'est quoi une journée typique d'un astronome à Noéma? À Noéma, la journée de l'astronome, c'est voir qu'est-ce qui a été observé pendant la nuit, regarder le programme de tous les projets qui nous ont été soumis, choisir ceux qui doivent être observés plus ou moins en priorité à tel ou tel moment de la journée en fonction de qu'est-ce qui se lève et se couche quand sur l'horizon, quelles sont les conditions météo, discuter de tout ça avec les opérateurs pour savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, au fur et à mesure que les opérations se font, continuer à regarder quelle est la qualité des données, est-ce que les choses sont belles et que du coup c'est bon, on peut renvoyer à Grenoble pour aller faire de la science avec, est-ce que bah non, on a eu des problèmes techniques ou la météo était mauvaise, faut refaire, etc. Et comme ça jusqu'au soir. Et le soir, bah, les opérateurs continuent, puisqu'on a deux opérateurs qui font les 2-12. Et le lendemain matin, rebelote, bah, faut rattraper le retard accumulé pendant la nuit, puisque l'astronome, lui, a le droit de dormir un peu. Et on recommence. Voilà. Donc ça, c'est le job de l'astronome à Noéma. Et après, par contre, il y a toute la partie qu'on fait à Grenoble, qui consiste à préparer en amont les observations, donc les programmes, les paramètres qui vont être envoyés ici au plateau de Pure pour observation ensuite. Et une fois que les choses sont observées, nous, quand on est à Grenoble, on va aussi faire l'analyse des données pour fournir des données de bonne qualité aux chercheurs qui avaient soumis les projets pour qu'eux puissent ensuite faire des analyses et publier des résultats scientifiques. Eh bien, Yann, merci beaucoup. Hein, tu as tenu le timing. Bah, merci à vous pour votre patience et votre Et, attention. du coup, on va passer la main à Jérémy, mais on va faire 3 minutes de pause, malgré tout, pour permettre à Jérémy de Parfait. s'installer. Voilà, bon, bah donc, Yann, on se retrouve tout à l'heure hein, autour Ouais, d'une tisane. Allez. absolument. Merci à tous.